Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à une des procédures de base en électrophysiologie et un des exemples types de la tachycardie par réentrée, à savoir l'exploration et l'ablation d'un flotteur commun ismodépendant. Le terme flotteur en électrophysiologie, il indique une macro-réentrée qui implique une large zone, qu'elle soit atriale ou ventriculaire. Un flotteur, il peut donc être atrial gauche ou droit, comme il peut être ventriculaire. La plupart du temps, ce terme il est utilisé par abus de langage pour désigner le circuit qui implique l'oreillette droite en passant par l'isthme cavo-tricuspide, qui n'est en pratique qu'un type spécifique de flotteur. Et ce type spécifique de flotteur, c'est le flotteur qu'on appelle ismodépendant et qui est le type le plus fréquent de flotteur et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Sur le CG, on reconnaît le flotteur droit par cette activité atriale, on dit en toit d'usine, comme vous le voyez ici ou ici notamment, en toit d'usine, et ce flotteur droit, il a une polarité qui est identique sur les dérivations inférieures et en V6, et une polarité qui est opposée à celle en V1. Le flotteur commun, c'est un flotteur droit qui tourne dans le sens anti-horaire, avec une activité qui sera, comme sur cette ECG, négative en D2, D3 et AVF, et aussi en V6, donc ça, c'est toujours la même polarité, et une activité qui est positive en V1, alors que le flotteur droit horaire, il aura des caractéristiques complètement opposées, à savoir une activité atriale positive en inférieur et en V6 et négative en V1. Je tiens à signaler que la forme qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le flotteur commun, c'est le flotteur anti-horaire, et c'est la forme qui est largement la plus fréquente. Voici une image de cartographie en 3 dimensions pour mieux comprendre le circuit de l'arythmie. Cette cartographie, elle reproduit d'une part l'anatomie cardiaque et d'autre part le sens de l'influx de la tachycardie. Donc ici, vous avez une vue de l'oreillette droite, ici qui est représentée, en oblique antérieur gauche, ou ici, donc ça c'est le corps de l'oreillette droite, avec en haut ici la veine cave supérieure, en bas la veine cave inférieure. Ici ce trou, il représente l'anneau tricuspide avec un ventricule droit qui n'est pas représenté mais qui viendrait vers vous. Et enfin, juste ici, vous voyez là le sinus coronaire. Et donc, si on active la vidéo, vous voyez ici le sens de l'influx, vous voyez qu'il tourne autour de l'anneau tricuspide tout au long de l'oreillette droite dans le sens anti-horaire. Et vous voyez sur cette représentation qu'on insiste sur cette zone. Cette zone-là, c'est la zone, je vais vous la remettre, excusez-moi, juste là, cette zone-là, où l'influx tourne, vous voyez qu'il va tourner ici. Cette zone, c'est la zone qui relie d'une part l'anneau tricuspide juste là, de la veine cave inférieure qui est juste là, et cette zone, c'est une zone qu'on appelle l'isthme cavo-tricuspide, qui est encore une fois la zone qui relie l'anneau tricuspide à la veine cave inférieure. Du point de vue électrophysiologique, pardon, le flotteur commun, donc vous le voyez, c'est une tachycardie par réentrée, c'est un circuit qui tourne autour de lui-même, une réentrée qui est de l'oreillette droite, qui est limitée en avant par la valve tricuspide, en arrière par la crista terminalis, et son isthme critique, donc la zone qui permet le maintien de l'arythmie, c'est justement cette zone-là qui est l'isthme cavo-tricuspide. De manière très schématique, on peut donc représenter le flotteur commun ainsi, avec une rotation qui est anti-horaire et une zone de ralentissement ici qui est l'isthme cavo-tricuspide. Et le diagnostic électrophysiologique d'un flotteur, il vise donc à différencier cette forme-là, qui est la forme commune, d'une forme droite, mais qui tournerait dans l'autre sens, dans le sens horaire, mais surtout des flotteurs de l'oreillette gauche. Pour l'exploration électrophysiologique d'un flotteur qu'on pense commun sur le CG, on utilise, dans le meilleur des cas, deux cathéters. Un premier qu'on place dans le sinus coronaire et un autre qu'on déploie autour de la paroi latérale de l'oreille droite. Je tiens quand même à vous signaler que le nombre et le type de cathéter utilisé, il varie beaucoup en fonction des centres. Et pour faire simple, le cathéter du sinus coronaire, il est obligatoire. Celui de l'oreille droite, il est un peu plus optionnel et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Juste un petit rappel basique pour ceux qui n'ont pas regardé mes premières vidéos. Donc, à chaque fois en électrophysiologie, le dipôle le plus loin dans le patient de chaque cathéter s'appelle le dipôle 1,2, celui d'après c'est 3,4, celui d'après c'est 5,6, et ainsi de suite. Et ici c'est 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10. Et l'autre appellation possible, c'est ici sinus coronaire distal, parce que c'est le plus loin dans le patient, puis sinus coronaire proximal, parce que c'est celui qui est un peu moins loin. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur la baie, ici, lorsque le patient est en flotteur commun. Donc si on avait l'activation comme ça, un flotteur commun.
la première chose à faire, c'est d'identifier les signaux. Sur ce cathéter-là, le cathéter décapolaire qui est au niveau de l'oreillette droite, évidemment, ne peut avoir que des signaux de l'oreillette droite, et donc tous ces signaux ici, c'est des signaux de l'oreillette droite. Sur le sinus coronaire, juste là, on a évidemment d'un côté les signaux de l'oreillette gauche, mais également les signaux du ventricule gauche. C'est ce qu'on voit ici, donc ici on identifie, ici ça c'est un signal atrial, le signal qui est juste ici c'est un signal ventriculaire, puis encore un signal atrial, juste ici un signal ventriculaire, puis un signal atrial, et ainsi de suite. Et donc ce qu'on peut remarquer déjà d'emblée sur le cathéter du sinus coronaire, qu'il y a une activité ventriculaire pour deux activités atriales. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de mesurer le cycle de la tachycardie. C'est quoi le cycle d'une tachycardie par réentrée? Le cycle d'une tachycardie par réentrée, c'est le temps qu'il faut à l'influx pour faire un tour de circuit. Et donc on va se positionner par exemple sur le cathéter 1-2. Sur le cathéter 1-2, on regarde ce signal-là. Ce signal-là, c'est un signal atrial, c'est une activité qui dit que à ce moment-là, l'influx est passé par 1-2. Et ben, le temps qu'il faut entre cette activité-là et l'activité suivante, en fait, c'est le temps qu'il faut à l'influx pour faire un autre tour de circuit et revenir réactiver un 2. Et donc, si on mesure le temps entre les deux activités, on trouve 230 millisecondes, et ce 230 millisecondes, c'est le temps qu'il a fallu à l'influx pour refaire un tour, et donc c'est le cycle de la tachycardie. En pratique, le cycle de la tachycardie, donc, c'est le temps entre deux activités atriales consécutives sur un cathéter donné. Donc ici, si je mesure entre ces deux activités-là, ou ces deux activités-là, je trouverai pareil, je trouverai 230 millisecondes, et c'est aussi valable sur le sinus coronaire. Si je mesure entre deux activités atriales ici, je trouverai également 230 millisecondes, qui est le cycle de cette tachycardie. Ensuite, on s'intéresse au sens de progression de l'influx. Sur le cathéter décapolaire, celui-ci, on voit que l'influx électrique, il commence par 9-10, puis 7-8, puis 5-6, puis 3-4, puis 1-2, et ensuite on repart, 9-10, puis 7-8, puis 5-6, puis 3-4, puis 1-2, et donc, si on regarde sur notre schéma, on voit bien que l'influx, il commence par passer par 9-10, puis 7-8, puis 5-6, puis 3-4, puis 1-2, et donc que cet influx, il descend le long de la paroi latérale de l'oreille droite, et donc que l'influx il tourne bien dans le sens anti-horaire dans l'oreille droite. Pour ce qui est de l'oreille gauche, elle est activée de manière passive, elle ne fait pas partie du circuit, et donc l'influx il passe directement de l'oreille droite vers l'oreille gauche, et donc cette oreille gauche elle est activée de sa partie septale vers sa partie latérale. Et ça on le retrouve bien sur le cathéter du sinus coronaire, avec une activation du sinus coronaire 3-4, avant un 2, 3-4, avant un 2. Pour le flotteur droit horaire, cette fois-ci, on a une activité qui va dans le sens des aiguilles d'une montre et donc qui remonte le long de l'oreillette droite, comme vous le voyez ici, avec sur le cathéter décapolaire une première activité qui est cette fois-ci sur 1-2, puis 3-4, puis 5-6, puis 7-8, puis 9-10, qui est donc compatible avec cette remontée le long de la paroi latérale de l'oreillette droite. Concernant l'oreillette gauche, elle ne fait toujours pas partie du circuit, elle est toujours activée via l'oreillette droite, et donc on a toujours une activation qui se fait de la partie septale de l'oreillette gauche vers la partie latérale, et donc une activation du sinus coronaire 3-4 avant le sinus coronaire 1-2. Vous voyez donc que ce cathéter décapolaire, qui est positionné le long de la partie latérale de l'oreille droite, il sert essentiellement à différencier les flotteurs droits horaires et anti-horaires. Pour les plus concentrés d'entre vous, je vous ai pourtant dit qu'il n'était pas indispensable, et je m'en explique. D'une part, les ECG des flotteurs horaires et anti-horaires sont complètement opposés, ce qui les rend assez difficiles à confondre. D'autre part, et surtout, chez la très grande majorité des patients, notamment ceux n'ayant pas eu d'atriotomie droite, les flotteurs droits, qu'ils soient horaires ou anti-horaires, passent et dépendent de l'isthme cavo-tricuspide, juste là, et donc c'est-à-dire que même si on confondait les deux types de flotteurs, l'horaire et l'anti-horaire, ça ne changerait pas la prise en charge in fine qui consisterait en une ablation de l'isthme cavo-tricuspide. Le but essentiel de l'exploration n'est donc pas réellement de différencier un flotteur droit horaire d'un flotteur droit anti-horaire, mais plutôt de savoir si le flotteur il tourne dans l'oreillette droite ou dans l'oreillette gauche. Et c'est là où le cathéter du sinus coronaire il a toute sa place. Ici, par exemple, on a un flotteur gauche, clairement, et on a une activation du sinus coronaire qui est de 1-2 vers 3-4, et ce type d'activation, il indique obligatoirement un flotteur venant de l'oreillette gauche et qui donc élimine un flotteur droit. En pratique quotidienne, quand on explore un flotteur qu'on pense commun sur le CG, on regarde essentiellement l'activation du sinus coronaire.
Si elle se fait de distal à proximal, donc de 1,2 à 3,4, on est sûr qu'il ne s'agit pas d'un flotteur commun, comme ça c'est fait. Si par contre c'est 3,4 avant 1,2, c'est compatible avec un flotteur droit et souvent on réalise l'ablation. Je dis compatible parce que dans certains cas de flotteur gauche, comme je vous le représente ici, on a malgré tout une activation du sinus coronaire qui se fait de 3,4 vers 1,2. Cette situation, elle reste malgré tout rare et donne des ECG qui sont différents des ECG typiques d'un flotteur commun, mais dans certaines situations où on ne réussit pas à arrêter la tachycardie en ablatant l'isthme cavo-tricuspide, il faut avoir les moyens de faire la différence entre les deux diagnostics. Pour faire le diagnostic, on va donc utiliser les caractéristiques électrophysiologiques du flotteur commun qui, je vous le rappelle, est une macro-réentrée de l'oreille droite dans l'isthme critique et l'isthme cavo-tricuspide. Or, on a vu dans la vidéo sur les réentrées comment identifier le circuit d'une tachycardie et son isthme critique. Ici, on va utiliser un cathéter qui est ce cathéter noir et très souvent, ce cathéter, ça sera le cathéter d'ablation qu'on va positionner au niveau de l'isthme cavo-tricuspide. Je vous montre ici une image d'une vraie baie, d'un vrai patient avec un flotteur, avec ici le cathéter d'ablation qui est positionné au niveau de l'isthme cavo-tricuspide, un cathéter décapolaire positionné le long de la partie latérale de l'oreille droite, et un cathéter dans le sinus coronaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a une activation qui est descendante le long de l'oreille droite, avec une activation de 9-10, puis 7-8, puis 5-6, puis 3-4, puis 1-2, et on a une activation du sinus coronaire de 3,4 vers 1,2. Malgré tout, on vient de voir que ça ne nous éliminait pas de manière formelle un flotteur gauche. Si le flotteur est vraiment commun, si on est en face d'un flotteur isthmique tournant dans le sens anti-horaire, l'isthme cavo-tricuspide serait l'isthme critique de la tachycardie et on s'attendrait à y retrouver des potentiels diastoliques comme dans tout isthme critique. Encore une fois, je vous renvoie à mes vidéos précédentes si ces notions sont floues pour vous. Et la première étape, c'est justement d'identifier ce que c'est la diastole de la tachycardie. Ici, on est en face d'une réentrée de l'oreillette. Et donc, la systole de l'oreillette, c'est le moment où l'oreillette se contracte. Le moment où l'oreillette se contracte, c'est représenté par l'onde F, c'est un peu comme l'onde P en rythme sinusal, et en pratique, c'est cette polarité négative, vous voyez ici, ou ici, en D2, ça ici, ça à ce moment-là, c'est le moment où l'oreillette se contracte, négative en D2, positive en V1, vous voyez ici, ça c'est la systole atriale, et le moment entre deux contractions, c'est le moment où on a une sorte de plat de retour presque à la ligne de base, même si on ne peut pas dire ça dans un flotteur, mais le moment entre chaque onde F, c'est le moment où l'oreillette ne se contracte pas, donc c'est la diastole atriale. Sur le cathéter d'ablation, comme vous voyez ici, vous voyez qu'on a des signaux, par exemple celui-là ou celui-là, qui se projettent pile au niveau de ce plat, pile entre chaque onde F, et donc c'est des signaux qui se retrouvent au niveau de la diastole atriale. Et donc, on dit qu'il s'agit de potentiel diastolique. On en conclut donc que le cathéter d'ablation est positionné sur l'isthme critique de la tachycardie. Or, comme ce cathéter, on l'a positionné au niveau de l'isthme cavo-tricuspide, on en conclut que l'isthme cavo-tricuspide représente bien l'isthme critique de cette tachycardie et que donc cette tachycardie, c'est un flotteur commun. Cette première méthode, elle permet d'avoir une réponse relativement rapidement, juste en positionnant le cathéter sur l'isthme cavo-tricuspide, mais vous voyez bien que la détermination de la diastole atriale n'est pas toujours facile. L'autre méthode utilisable, c'est celle du PPI. En bref, l'idée, c'est d'entraîner la tachycardie en stimulant plus rapidement via un cathéter et de regarder le temps que met l'influx électrique à revenir à ce cathéter. Plus ce temps est long, plus le cathéter est positionné dans un endroit qui est loin du circuit, plus ce temps est proche de 0, plus on est proche du circuit. Donc ici, on va retrouver notre B que j'ai simplifié en laissant uniquement sur le cathéter décapolaire le dipôle 9-10-5-6-1-2. On a un cathéter d'ablation et on a le sinus coronaire 3-4 et 1-2. Et on a un patient qui est en flotteur avec un cycle de 230 millisecondes. On va essayer d'entraîner la tachycardie en stimulant ici sur le cathéter de l'ablation un cycle d'environ 20 millisecondes en dessous du cycle de la tachycardie, donc à peu près à 210 millisecondes. Donc vous voyez ici, on stimule, on continue sur le cathéter d'ablation à 210 millisecondes. Quand on fait un entraînement, la première chose à vérifier, c'est qu'on a bien
entraîner le reste de l'oreillette, que le reste de l'oreillette est accéléré au cycle de la stimulation, et donc il faut mesurer le cycle du reste de l'oreillette et s'assurer qu'elle est bien au cycle de la stimulation. Donc ici, sur le sinus coronaire, on est à 210, mais on mesurerait sur le cathéter décapolaire, on serait toujours à 210. Maintenant, on va regarder ce qui se passe lors de la dernière stimulation à ce niveau-là. On stimule ici, on va avoir un spike de stimulation. L'influx, il part d'ici, il va faire un tour de circuit comme ça avant de revenir vers le cathéter d'ablation. Donc le temps entre la dernière stimulation et le premier influx sur le cathéter, il correspondra donc tout simplement au cycle de la tachycardie. Le PPI, qui se mesure ici entre le dernier spike qui est juste ici, jusqu'au tout premier signal sur le cathéter où on a stimulé, donc ça c'est important, hein, on a stimulé sur le cathéter de l'ablation, on mesure du spike du cathéter de l'ablation vers le premier signal sur le cathéter de l'ablation. Et ce temps-là, ça s'appelle le PPI. Ici, il est égal à 230 millisecondes. Quand on retire 230 millisecondes, le PPI moins le cycle de la tachycardie, qui est elle aussi à 230 millisecondes, on est à 0, ce qui est donc parfait. Et ça indique que le lieu où on a stimulé ici, ça fait bien partie du circuit. On aurait exactement la même chose si on stimulait par exemple sur 1,2 qui fait également partie du circuit. Vous voyez, ici on a une stimulation par 1,2 à 210 millisecondes. Vous voyez les spikes de stimulation. La première chose à faire, et vraiment j'insiste, c'est de vérifier qu'on capture le reste de l'oreillette. Alors là, je ne vous le montre pas, mais probablement que si on mesurait entre deux signaux atriaux sur le cathéter du sinus coronaire, on aurait 210 millisecondes. Et à la fin de la stimulation, le premier signal, il est à exactement 230 millisecondes du spike de stimulation, ce qui confirme que 1,2 fait bien partie du circuit. La seule différence entre la stimulation sur 1,2 et la stimulation sur l'isthme cavo-tricuspide est que sur l'isthme cavo-tricuspide, on aurait ce qu'on appelle un entraînement caché. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que je trouve que ça compliquerait trop les choses. Autre exemple qui est intéressant, si on avait stimulé sur sinus coronaire 1,2, par exemple, donc on va se mettre dans cette configuration, on stimule sur sinus coronaire 1,2, et lors de la dernière stimulation, on va avoir l'influx qui va partir d'ici, qui va faire le chemin pour arriver vers l'oreillette droite, qui va faire un tour du circuit, puis refaire le chemin pour arriver et réactiver sinus coronaire 1,2. Donc cette fois-ci, le PPI, le temps entre la dernière stimulation et la première activité sur sinus coronaire 1,2, ça ne sera pas égal au cycle de la tachycardie, mais sera égal à le temps pour faire l'arrivée ici, le cycle de la tachycardie, puis le temps pour revenir vers le sinus coronaire 1,2. Donc ça sera cycle de la tachycardie plus le temps de faire l'aller-retour vers sinus coronaire 1,2. Ce PPI qui sera long, il indiquera donc que sinus coronaire 1,2, lui, ne fait pas partie du circuit. Maintenant qu'on a fait le diagnostic, on va passer à l'ablation du flotteur commun qui, dans 99,9% des cas, a lieu dans le même temps opératoire. Ici, je ne vous parlerai pas de technique d'ablation, mais uniquement d'électrophysiologie. On va utiliser un cathéter d'ablation qu'on positionne sur l'isthme cavo-tricuspide. On utilise également un cathéter qu'on met dans le sinus coronaire et le cathéter de l'oreillette droite latérale, il reste optionnel. L'idée de l'ablation, elle est relativement simple. Comme le flotteur il passe obligatoirement par l'isthme cavo-tricuspide, si on crée une zone de bloc de conduction à ce niveau-là, l'influx ne pourrait plus passer ni par là ni par là. On permettrait d'une part d'arrêter le flotteur et d'autre part d'éviter que ça ne récidive. Le but de l'ablation, c'est donc de faire en sorte que l'influx électrique ne puisse plus passer à ce niveau-là, ne puisse plus passer au niveau de l'isthme cavo-tricuspide. Donc, pendant qu'on est en train de faire cette ablation, l'influx il va avoir de plus en plus de mal à passer à ce niveau-là, et ce passage, au fur et à mesure, il va être de plus en plus ralenti. Ce qui fait que la tachycardie en elle-même va être de plus en plus lente, puisque ce passage ici va être ralenti. C'est ce que vous voyez ici sur la baie de la vraie vie que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on avait un flotteur du cycle 230 millisecondes, on est en train de faire l'ablation, et ce qu'on voit, c'est que le cycle se ralentit progressivement. Ici, on a 249 millisecondes, puis un ralentissement encore plus à 255 millisecondes, puis ça continue à se ralentir à 258 millisecondes, et enfin, la tachycardie s'arrête, on a restauré le rythme sinusal. Une fois que le flotteur s'est arrêté, la deuxième étape, c'est de s'assurer que l'isthme cavo-tricuspide il est complètement bloqué pour éviter d'éventuelles récidives. L'objectif ici, c'est d'obtenir un bloc bidirectionnel de l'ICT, à savoir que l'influx électrique ne peut passer ni de là à là, ni de là à là.
C'est également l'objectif de l'ablation chez les patients qui présentent un flotteur commun qui est paroxystique. Donc c'est les patients chez qui vous avez déjà vu un ECG où ils sont en flotteur commun, mais ils arrivent pendant l'ablation à l'ablation au rythme sinusal. Ces patients-là, évidemment, vous ne pouvez pas les remettre en rythme sinusal, ils le sont déjà. Chez eux, le seul objectif, c'est de bloquer de manière bidirectionnelle l'isthme cavo-tricuspide, et donc pour eux, l'ablation, elle commence à cette étape-là. On va donc stimuler sur le sinus coronaire 3-4 ici, et si l'isthme cavo-tricuspide il est perméable, il n'est pas encore bloqué, on va avoir un passage de l'influx aussi bien par le haut comme ça que par le bas comme ça. On retrouve donc notre B de tout à l'heure, on voit qu'on a un spike de stimulation ici au niveau du sinus coronaire 3-4, et on voit bien sur le cathéter décapolaire que la toute première activité, elle est aussi bien sur 9-10 que sur 1-2, ce qui correspond bien à un passage par là et par là, et qu'ensuite cet influx électrique il va cheminer progressivement de l'un vers l'autre. On dit que c'est un franc de collision, comme ça, ce qui correspond bien à un passage comme ça. Et si vous avez ce type d'activation, c'est qu'il y a encore bien un passage par l'isthme cavo-tricuspide qui n'est pas bloqué. Une fois que l'isthme cavo-tricuspide est bloqué, l'influx électrique ne peut plus passer par là, et donc il doit faire tout le tour par le haut pour arriver jusqu'à 1-2. Il ne peut plus passer par en bas. Ici, chez le même patient que tout à l'heure, pendant qu'on est en train d'ablater, on voit donc un changement d'activation. Ici, on avait le front d'activation comme on a vu tout à l'heure, et ici, d'un coup, on voit que la toute première activation, elle est à 9-10, mais par contre, cette fois-ci, on a une activation qui est ensuite graduelle, avec 7-8, puis 5-6, puis 3-4, puis 1-2, qui cette fois-ci est dernier, en dernier, puisque l'influx ne peut plus passer par en bas, il doit faire tout le tour pour activer 1-2. Donc ici, vous voyez en direct un changement d'activation entre ce front d'activation et cette activation-là, changement d'activation, shift d'activation, qui est un terme que vous pouvez entendre dans vos labos, et ce type d'activation, c'est un signe de la présence d'un bloc de conduction unilatéral, dans ce sens-là, de l'isthme cavo-tricuspide. Alors, je vous fais également remarquer qu'avant toute ablation, le délai entre le sinus coronaire 3-4 et 1-2 est relativement court, puisqu'il y a un passage libre de l'influx de 3-4 vers 1-2, mais que après l'obtention du bloc de l'isthme cavo-tricuspide, ce délai va s'allonger très franchement, puisque cette fois-ci, l'influx va être obligé de faire tout le tour de l'oreillette avant d'arriver à 1-2, comme vous pouvez le voir ici, cet allongement du délai. Et donc on dit que ce délai, le délai initial de 3-4 vers 1-2, quand il s'allonge de plus que 50%, bah c'est en soi un argument pour l'obtention, pour dire que l'isthme cavo-tricuspide est bien bloqué. Alors attention, ce délai initial entre sinus 3-4 et le bas de l'oreille droite, il doit se mesurer avant toute ablation de l'isthme cavo-tricuspide, et donc on ne peut avoir ce délai initial que chez les patients en rythme sinusal en début de procédure. Chez les patients qui sont en flotteur, on ne peut pas évidemment obtenir, on ne peut pas stimuler sur le sinus coronaire 3-4, et si on les remet en rythme sinusal après ablation de l'isthme cavo-tricuspide, on ne peut pas juger du délai à ce moment-là, puisqu'on a déjà ablaté l'isthme cavo-tricuspide, on a déjà ralenti la conduction à ce niveau-là. Là, on a vérifié que l'isthme cavo-tricuspide bloquait dans ce sens-là. Maintenant, il faut nous assurer que l'isthme cavo-tricuspide bloque dans ce sens-là aussi pour avoir un bloc bidirectionnel de l'isthme cavo-tricuspide. Si on stimule sur le dipôle 1-2 du cathéter décapolaire et que l'isthme cavo-tricuspide est perméable, l'influx électrique il va pouvoir passer librement à ce niveau-là et on va avoir un délai entre la stimulation ici en 1-2 et le sinus coronaire 3-4 qu'on mesure ici qui est relativement court. Plus que le chiffre en lui-même, le passage par l'isthme il sera essentiellement et surtout prouvé par le fait que, à contrario, si on stimule par le dipôle 9-10, l'influx électrique il va mettre plus de temps à arriver à 3-4 puisqu'il est plus loin. C'est ce qui est montré ici, entre la stimulation en 9-10 et 3-4, on a 110 millisecondes versus 78 millisecondes quand on stimule sur 1-2. Une fois l'isthme bloqué, le délai entre la stimulation en 9-10 et le sinus coronaire 3-4 ne changera pas, puisque l'influx va suivre en fait le même trajet, on a toujours 110 millisecondes. Par contre, quand on stimule par 1-2, cette fois-ci, l'influx ne pourra plus passer par là et va être obligé de contourner par le haut de l'oreille droite pour aller vers sinus coronaire 3-4. Et cette fois-ci, on va avoir beaucoup plus de temps pour passer
vers le sinus coronaire 3,4 en stimulant de 1,2 que en stimulant par 9,10. Ici, on en a 150 millisecondes. Cette différence de délai entre la stimulation en 1,2 qui est plus lent que la stimulation en 9,10, avec un délai qui serait intermédiaire en 5,6, vous comprenez bien que ici, si on stimule en 1,2, ça sera plus lent que si on simule en 3,4, plus lent que si on simule en 5,6, plus lent que si on simule en 7,8. Ça s'appelle, cette différence de délai entre 1,2 et 9,10, ça s'appelle le pacing différentiel, et ça prouve la présence d'un bloc de l'isthme cavo-tricuspide dans ce sens-là, dans le sens anti-horaire. Et l'autre élément dans la même image qui vous prouve aussi le bloc anti-horaire, c'est l'allongement du délai entre la stimulation en 1,2 et le sinus coronaire 3,4. Ce délai-là, il était à 78 millisecondes en tout début, avant toute ablation, et cette fois-ci, il est à 150 millisecondes, ce qui représente une augmentation qui est largement de plus de 50%, qui est le critère pour montrer le bloc de l'isthme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit en début de topo qu'il était possible de réaliser cette procédure sans cathéter décapolaire le long de la partie latérale de l'oreillette droite. Et en fait, pour faire ça, il suffit juste de bouger le cathéter d'ablation, au départ sur la partie basse la partie latérale basse de l'oreillette droite, puis sur la partie latérale haute de l'oreillette droite. Et vous stimulez dans un sens puis dans l'autre. Je vais vous montrer de manière pratique comment il faut faire. Donc vous prenez votre cathéter d'ablation, vous le mettez sur la partie latérale basse de l'oreillette droite, puis sur la partie latérale haute de l'oreillette droite, et vous stimulez sur le cathéter d'ablation. Ce que vous allez avoir, c'est que vous stimulez sur le cathéter d'ablation quand vous êtes sur la paroi latérale basse de l'oreillette droite, et vous mesurez un délai entre la stimulation et sinus coronaire 3,4. Ensuite, vous vous mettez sur la partie haute, vous stimulez à ce niveau-là, et vous mesurez, pareil, un délai entre le cathéter d'ablation et le sinus coronaire 3,4. Si l'isthme cavo-tricuspide est bloqué dans le sens anti-horaire, dans ce sens-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un délai qui sera plus lent quand vous aurez stimulé de la partie basse que quand vous aurez stimulé de la partie haute. Et en fait, pour montrer le bloc dans le sens horaire, dans l'autre sens, il faut tout simplement, cette fois-ci, stimuler sur le sinus coronaire 3,4 et bouger le cathéter d'ablation. Quand vous stimulez sur le sinus coronaire 3,4 et que le cathéter d'ablation est sur la partie basse de l'oreillette droite latérale, le délai entre sinus coronaire 3,4 et le cathéter d'ablation sera plus lent que si le cathéter d'ablation est sur la partie haute. Évidemment, dans cette configuration où vous n'avez pas de cathéter le long de l'oreillette, le long de la partie latérale de l'oreillette droite, vous ne verrez pas la modification de l'activation, le shift d'activation pendant que vous tirez, puisque votre cathéter d'ablation sera sur l'isthme cavo-tricuspide. Vous pourrez néanmoins voir le bloc de l'isthme cavo-tricuspide en direct autrement. Quand on stimule sur le sinus coronaire 3,4 ici et qu'on met le cathéter d'ablation sur l'isthme cavo-tricuspide, on va détecter un signal ici qui est relativement précoce, vu qu'on n'est pas très loin du site de stimulation. Et le délai entre ce site de stimulation et le signal qu'on détecte ici, c'est le délai initial sur l'isthme. Au fur et à mesure qu'on réalise l'ablation, l'influx va avoir de plus en plus de mal à traverser l'isthme cavo-tricuspide, et au lieu de progresser simplement comme ça, comme on a vu, du sinus coronaire 3,4 vers le bas de l'oreillette droite latérale, en fait, il va avoir de plus en plus de mal à traverser, et il va se séparer en deux composantes. Une ici sur le pôle distal de la ligne de l'isthme cavo-tricuspide et une autre sur le pôle latéral de la ligne. Et la séparation entre les deux, qui est juste ici, c'est le temps que prend l'influx à traverser cet isthme cavo-tricuspide. Ces deux composantes, le composante septale et la composante latérale, on appelle ça les doubles potentiels, et c'est ce que je vais vous montrer sur cette image de B d'électrophysiologie. Ici sur le cathéter d'ablation, vous voyez que vous avez un premier signal ici qui est le premier potentiel et un deuxième signal ici qui est le deuxième potentiel du versant latéral de l'isthme cavo-tricuspide. Et ces deux potentiels, on appelle ça les doubles potentiels. Et vous voyez que l'espace qu'il faut entre ce potentiel et ce deuxième potentiel, cette espèce-là est relativement court, et donc il y a probablement encore un passage par l'isthme cavo-tricuspide, puisqu'il faut peu de temps pour passer d'un potentiel à l'autre. On dit donc qu'il y a des doubles potentiels qui ne sont pas espacés, et donc que l'isthme cavo-tricuspide n'est pas bloqué. Il est en bonne voie, mais il n'est pas bloqué. Si on continue l'ablation et qu'on obtient le bloc complet, ce signal qui passe du sinus coronaire 3,4 vers ici, il ne pourra plus traverser l'isthme, même lentement, il ne pourra plus traverser, et on l'a vu, le signal, cette fois-ci, va devoir faire tout le tour pour activer le bas
de l'oreillette. Sur le cathéter de l'ablation qui est ici, on va cette fois-ci détecter un premier signal sur la partie septale de l'isthme cavo-tricuspide qui vient d'ici, et un deuxième signal qui aura fait tout le tour de l'oreillette avant d'arriver sur la partie latérale de l'isthme cavo-tricuspide. Sur la baie, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir d'une part un délai entre la stimulation, vous voyez le spike ici, et ce signal-là, le signal qui a fait tout le tour, qui est ce signal-là, qui est de 172 millisecondes, qui est un délai relativement lent, qui a probablement augmenté de plus de 50% par rapport au délai initial. Et surtout, on remarque qu'on a bien deux potentiels. Un premier potentiel qui est ici, ou qui vous voyez ici, qui correspond à cette flèche verte, qui est le signal septal, et un deuxième potentiel qui est là, ou qui est là, qui correspond à l'influx qui a fait tout le tour. Et cette fois-ci, ces deux potentiels, ils sont très largement espacés. Ils sont espacés ici, c'est mesuré de 125 millisecondes, ce qui indique ce large espacement, qu'il n'y a pas de passage direct de l'un à l'autre, mais que l'influx a dû faire tout le tour de l'oreillette. En général, on dit qu'il y a un bloc de l'isthme cavo-tricuspide si on a des doubles potentiels qui sont espacés de moins 110 millisecondes. Et donc rien que sur ce critère, vous pouvez dire qu'on a un bloc de l'isthme cavo-tricuspide, il n'y a pas besoin du cathéter décapolaire. Alors là, en l'occurrence, on a en plus le cathéter décapolaire qui lui aussi montre le bloc de l'isthme cavo-tricuspide avec une activation 9-10, puis 7-8, puis 5-6, puis 3-4, puis 1-2. Pour finir, une notion d'un niveau qui est un peu plus avancé quand même, qui concerne d'éventuels faux négatifs du bloc de l'ICT. Faux négatifs, c'est-à-dire que vous pensez que vous n'avez pas bloqué l'isthme cavo-tricuspide alors qu'il est bloqué, et cette notion, même si elle est assez avancée, elle me semble assez importante à connaître. Ici, je vais vous montrer une vue un peu différente de l'oreille droite, toujours en oblique antérieure gauche, où en pratique, là en rang, je vous représente la valve tricuspide qui est en face de vous, avec le ventricule qui viendrait vers vous. À droite, la zone septale, avec ici le is, ici l'ostium du sinus coronaire, et de l'autre côté, la paroi latérale de l'oreillette droite, avec ici le cathéter décapolaire que vous connaissez déjà. En haut, on a la veine cave supérieure, et en bas, on a la veine cave inférieure. Ici, cette ligne, elle représente l'isthme cavo-tricuspide, et elle représente une ligne d'ablation. On va considérer ici qu'on a ablaté l'isthme cavo-tricuspide avec succès. Cette ligne-là, elle est imperméable. Et enfin, et c'est surtout pour ça que je vous parle de cette notion, on a cette structure-là, qui est une structure postérieure, qui s'appelle la crista terminalis, et normalement, cette crista terminalis, elle représente une barrière anatomique à la conduction électrique, ça, normalement, ne conduit pas l'influx électrique. Cette barrière anatomique, ça vous explique pourquoi, quand vous avez obtenu votre bloc de conduction, que vous stimulez par le sinus coronaire, évidemment l'influx va bloquer au niveau de l'isthme cavo-tricuspide s'il est bloqué, mais que, arrivé à la paroi postérieure, cet influx-là ne va pas diffuser vers 9, 10, 7, 8, 5, 6, 3, 4, mais va être obligé de faire tout le tour par le haut de l'oreillette pour activer 9, 10, puis 7, 8, puis 5, 6, puis 3, 4, puis 1, 2, ce qui donne l'activation habituelle en faveur du bloc de l'isthme cavo-tricuspide. Malgré tout, dans de rares cas, cette crista terminalis, elle n'est pas complètement imperméable et elle peut laisser passer l'influx, comme je vous le montre ici. Donc, on est toujours en stimulation du sinus coronaire, l'influx va toujours bloquer par l'isthme qui est bloqué et va remonter par le haut, mais cette fois-ci, il va pouvoir aussi passer par la crista terminalis. Quand on regarde l'image sur la baie, on retrouve un délai entre la stimulation du sinus coronaire et un 1-2 qui est relativement lent, qui est à 178 millisecondes, mais cette fois-ci une activation qui n'est pas très satisfaisante, avec une première activation qui est sur 1-2 et 9-10, 1-2 et 9-10, et puis un front d'activation. Et cette activation, si vous vous rappelez, c'est l'activation qu'on a vue avant l'ablation de l'isthme cavo-tricuspide, qui est une activation qui n'est pas en faveur d'un bloc de l'isthme cavo-tricuspide. Et pourtant, vous voyez qu'ici, cet isthme cavo-tricuspide, il est bel et bien bloqué. Alors la question, c'est comment s'en sortir, comment différencier dans ces cas-là une perméabilité de la crista terminalis ou un isthme cavo-tricuspide qui n'est pas bloqué. Pour faire la différence, en fait, il suffit tout simplement de vous mettre sur le bord postérieur de votre ligne d'ablation ici, et de stimuler ici au lieu de stimuler sur le sinus coronaire. Si l'isthme cavo-tricuspide n'est pas bloqué, en stimulant ici, vous allez vous rapprocher très franchement du cathéter décapolaire et vous allez avoir un délai entre la stimulation et 1-2 qui va franchement se raccourcir puisque vous vous serez rapproché. Par contre, si
c'est à cause d'une perméabilité de la crista terminalis, pardon, et pas d'une perméabilité de l'isthme cavo-tricuspide. Cette fois-ci, vous vous éloignez du cathéter décapolaire, et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un allongement très franc du délai entre la stimulation et 1,2, qui est passé ici de 172 à 208 millisecondes, ce qui vous confirme le bloc de l'isthme cavo-tricuspide, en tout cas dans ce sens-là, dans le sens horaire. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est positionner votre cathéter ici, à savoir à la partie inféro-postérieure de l'oreille droite, et de stimuler à ce niveau-là, donc à ce niveau-là, au lieu du sinus coronaire. Et en stimulant à ce niveau-là, au contraire, vous allez vous rapprocher du cathéter décapolaire et vous allez avoir un délai entre ici et par exemple 5-6 qui va se raccourcir. Donc ça ne va pas vous prouver le bloc de l'isthme cavo-tricuspide, mais ça va vous prouver que l'influx électrique peut bien traverser la crista terminalis et que donc la crista terminalis, elle est bien perméable. Donc ça reste une situation qui est relativement rare, mais en la reconnaissant et en connaissant ces outils qui sont relativement simples, vous pourrez vous sortir de situations difficiles. Pour conclure, la plupart du temps, on suspecte le caractère commun du flotteur sur le CG et ensuite on renforce cette suspicion par l'activation du sinus coronaire de proximal vers distal. Dans quelques cas, il est toujours quand même bon de vérifier qu'on a des potentiels diastoliques dans l'isthme cavo-tricuspide et dans quelques cas, on cède du PPI dans les cas difficiles avec les risques de PPI qui sont soit d'arrêter la tachycardie, soit pire, de dégrader ce flotteur en une fibrillation atriale. Enfin, pour valider le bloc de l'isthme cavo-tricuspide, on a quand même pas mal d'éléments. Avec votre cathéter d'ablation tout simplement positionné sur l'isthme cavo-tricuspide, vous pouvez confirmer ce bloc via l'augmentation du délai de transsismique d'au moins 50% entre le début de l'ablation et l'obtention du bloc, et par les doubles potentiels qui sont espacés d'au moins 110 millisecondes. Et ensuite, en utilisant soit un cathéter le long de la partie latérale de l'oreille droite, soit tout simplement votre cathéter d'ablation. Vous vérifiez la séquence d'activation et vous vérifiez également que le pacing différentiel est concordant. Donc ainsi on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine.